les portes ouvertes qui marque le 20e anniversaire de fondation de l'Observatoire Vieillissement et Société. 20 ans d'activités et de projets pour remplir notre double mission, la lutte contre les méfaits de l'âgisme et le souci du mieux-être des personnes âgées. 20 ans de soutien financier grâce à des organismes comme la Fondation Luc Maurice et Sibella S, sans oublier les instances gouvernementales et leurs programmes bien connus, CADA et Nouveaux Horizons. Ces institutions ont cru en l'OVS, ce qui nous a permis de parvenir à des réalisations heureuses. 20 ans enfin de bénévolat. Pendant toutes ces années, des hommes et des femmes se sont impliqués pour faire progresser l'OVS. Sans l'action bénévole, la société serait vraiment mal en point. L'OVS a donc été chanceux de pouvoir compter sur des personnes dévouées, compétentes et totalement engagées pour lui permettre de réaliser, d'atteindre ses objectifs. Je vais profiter de l'occasion pour vous faire part de la lettre de la responsable, de la ministre responsable des aînés, l'honorable Sonia Bélanger. Et je cite, à toute l'équipe, j'aimerais souligner votre 20e anniversaire d'existence ainsi que votre travail visant à promouvoir la qualité de vie des aînés et à sensibiliser la population au phénomène de l'âgisme. Je peux vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte d'éradiquer l'âgisme partout où il perdure dans nos institutions et ailleurs dans la société. Et vous êtes des partenaires pour y arriver. L'Observatoire Vieillissement et Société a sa raison d'être en offrant une programmation d'activités diversifiées pour les aînés. Je félicite toute l'équipe ainsi que toutes les personnes qui s'impliquent auprès de votre organisme. Je vous souhaite une belle activité de lancement. Fin de la citation. Nous remercions évidemment chaleureusement l'honorable Sonia Bélanger. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, l'insigne honneur d'avoir parmi nous un des cofondateurs de l'OVS, M. Yves Joannette. M. Joannette est actuellement vice-recteur adjoint à la recherche à l'Université de Montréal. Il est aussi professeur titulaire à la faculté de médecine. Il est directeur de laboratoire au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et puis, il est également membre et ancien président de la World Dementia Council. Monsieur Joannette, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ledoux, puis c'est un grand plaisir de vous voir, de revoir des visages connus. Alida en est une, mais il y en a d'autres aussi, et je les vois ici, puis de voir des nouveaux visages, y compris des visages de personnes qui sont en train de vieillir, mais qui ne sont pas encore âgés, parce que le vieillissement, comme je le rappelle toujours, ça commence à la naissance. Alors, il faut s'y prendre à l'avance. C'est comme le REER, c'est pas la veille de 65 ans, si on prend sa retraite à 65 ans, qu'il faut mettre des sous de côté, il faut en mettre toute sa vie de côté et s'assurer qu'on a à la fois le bien-être et aussi que les personnes âgées ne font pas l'objet d'attitudes d'agisme. Donc, c'est les deux éléments clés de l'observatoire et c'est tout à fait juste. Mais peut-être que pour le bénéfice de certaines personnes qui ne le sauraient pas, je vais vous raconter un peu comment est né cet observatoire, comment ça a fonctionné. Je disais tantôt,
je représente la dalle de béton sur laquelle reposent les piliers de l'observatoire, mais c'est quoi cette dalle de béton? Bien, cette dalle de béton, elle est composée de 3 personnes, mais je dirais de 4 personnes, parce qu'il y en a une qui n'est pas mentionnée dans le site web de l'Observatoire, qui n'a pas besoin de l'être, mais simplement que son rôle a été quand même important. Alors, un jour, j'étais, moi, directeur du centre de recherche à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal il y a 20 ans, quand ça a été nommé. Et un jour arrive dans mon bureau le docteur André Davignon. Docteur André Davignon, qui, à l'époque, si je calcule bien, avait 73 ans. Il était à la retraite. Et pourquoi il arrive dans mon bureau? Et c'est là le nom important, parce que dans le fond, s'il n'y avait pas eu cet autre nom, monsieur le docteur Davignon ne serait jamais venu dans mon bureau. C'est le docteur Pierre Bois. Le docteur Pierre Bois, qui avait été doyen de la faculté de médecine et qui était proche, entre autres, de l'Institut de gériatrie, parce qu'il a été un des acteurs clés même de la création de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et il était à l'époque aux IRSC, aux Instituts de recherche en santé du Canada, mais il connaissait bien Dr Davignon, qui a 73 ans, en raison du fait que on a beaucoup de dynamisme et d'ambition, et puis on essaie de faire des choses, ben, il cherchait quelque chose à faire. Donc, Dr Davignon, Dr Bois, a demandé au docteur Davignon de venir me voir, peut-être pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire à l'Institut de gériatrie. Puis c'est là que le docteur Davignon m'a partagé un des 2 piliers clés dans la thématique de l'Observatoire, parce que déjà à l'époque, à 73 ans, il avait eu, je dirais, l'intelligence et les capacités d'analyse de remarquer qu'il avait été lui-même objet d'agisme dans certaines conditions, y compris parce qu'il avait eu un problème de santé. Il était à l'hôpital. Je le raconte parce qu'il le raconte aisément lui-même. Il était à l'hôpital, puis il a entendu l'équipe de soins dire bon, à cet âge-là, est-ce qu'on devrait intervenir? C'est quelque chose comme ça. Alors, il était comme un peu beaucoup insulté. Et là, il s'est dit, mais l'agisme, c'est réel. Je l'ai vécu moi, là, en tant que docteur d'Avignon, il l'avait vécu. Et parce que docteur d'Avignon, c'était pas du tout un gériatre, hein, c'était un pédocardiologue à l'hôpital Sainte-Justine, chercheur, clinicien. Il avait même été très, très actif parce que c'est lui qui a créé le syndicat des professeurs de clinique à la faculté de médecine, donc administrateur aussi un peu, donc très, très, très proactif dans sa vie. Alors, il voulait faire quelque chose. Et avec ça, il ne savait pas trop quoi faire. Alors, et c'est là qu'est arrivé, donc, je dirais, docteur Davignon avait un des piliers là, vécus, je dirais, de l'Observatoire. Et est arrivé un autre collègue, géographe, le professeur Jean-Pierre Thouez, qui est sur le site web. Et le professeur Thouez m'avait contacté aussi à peu près au même moment, puis un jour, on s'est rencontrés tous les trois dans le même bureau. Et là, le professeur Thouez a dit, mais ben, une façon, je dirais, d'aborder, de sensibiliser, puis de monitorer les choses comme ça dans une thématique sociale, parce que c'est pas une thématique médicale comme telle, mais c'est une thématique de santé, là, mais d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, ben, c'est de créer un observatoire. Puis là, ben, on s'est regardé tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais docteur Davignon puis moi, on se dit, un observatoire, c'est quoi ça? Fait que Jean-Pierre Thouez nous a expliqué ce qu'était un observatoire. Ça commençait à l'époque, les observatoires. C'était pas, si vous regardez, là, il n'y a pas beaucoup d'observatoires qui sont âgés de plus de 20 ans. Il n'y en a pas énormément. Donc, docteur Davignon a amené le pilier agisme. Jean-Pierre Thouez, le professeur Thouez, a amené le pilier pourquoi pas un observatoire.
Et moi, j'ai amené le pilier qui est le second pilier thématique de l'Observatoire, qui est le bien-être et la santé, parce que j'étais directeur de du centre de recherche à l'Institut de gériatrie, où il n'y avait pas juste il y avait des chercheurs dans tous les domaines qui travaillaient sur le bien-être comme tel. Alors, comme vous voyez, puis tout ça à cause d'une première proposition ou suggestion du docteur Bois, Pierre Bois, à docteur Davignon de venir me voir parce que apparemment, Pierre Bois pensait que je pouvais peut-être y trouver quelque chose à faire là, ou l'orienter vers un objectif. Et c'est comme ça qu'est né l'Observatoire, avec le concept d'observatoire de Jean-Pierre Thouez, avec le vécu de André Davignon et avec la connexion avec le centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal sur le bien-être. Alors, je ne suis pas convaincu que vous connaissiez un peu l'histoire, mais très rapidement, d'ailleurs, je pense que André Davignon a été conforté ou renforcé dans son choix de s'intéresser à l'agisme, même à l'Institut de gériatrie. Et je pense qu'il a dû raconter à tout le monde, donc désolé, mais si vous l'avez déjà entendu, mais quand l'Observatoire a commencé à s'installer le centre de recherche a offert des lieux pour que l'Observatoire s'installe au départ. Et André Davignon à l'époque, a raconté moult fois une petite marche qu'il a fait vers le café à l'entrée de l'hôpital. Vous savez, à l'entrée principale de l'Institut de gériatrie, il y a Personnage, je pense que ça s'appelle encore comme ça, mais qui est là. Donc, il était allé au café, puis il revenait. Puis en revenant du café vers le centre de recherche, il y a une personne du personnel de l'hôpital qui l'a arrêté en disant Mais monsieur, voulez-vous que je vous ramène à votre chambre? Fait que là, il a dit j'ai fait le bon choix. Parce que c'était à l'évidence une approche agiste de quelqu'un qui déambulait à l'Institut de gériatrie et qui ne pouvait pas faire autre chose que d'être dans une chambre quelque part. Et donc, je pense que c'est tous ces exemples-là, puis il y en a plein d'autres, là, puis vous en connaissez mieux que moi, je pense, ont montré l'importance de l'Observatoire. Et je suis tellement, tellement fier du travail qui a été fait. J'ai pas pu moi-même m'investir autant que je le souhaitais parce que tout de suite après, j'ai été nommé PDG du Fonds Recherche Santé Québec. Puis après ça, j'ai été aussi directeur de l'Institut du vieillissement, quand même à Ottawa pendant 8 ans. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, y compris dans le World Dementia Council qui a été évoqué, là, où j'ai dû gérer le fait d'avoir même un bureau à Londres et de faire des voyages d'un jour à Londres, là, mais peu importe, c'était pas possible pour moi de m'impliquer autant que je l'aurais souhaité. Peut-être que j'aurai moi-même plus de temps dans quelques temps parce que je me rapproche un peu plus de l'âge de la retraite universitaire que j'y étais au moment de la création de l'Observatoire. Donc, à ce moment-là, je verrai comment est-ce que je peux même contribuer. Mais ça, c'est vraiment très important. Et l'agisme, on le sait, puis c'est pas juste dans l'esprit des gens, c'est aussi dans les structures, dans les lois, dans toutes sortes de choses. Alors, c'est une dimension super importante et vous avez là quelque chose, une thématique qui est absolument essentielle et qui fait en sorte que l'Observatoire est reconnu. Le lien aussi avec le bien-être, c'est important. Et je rappelais au directeur du centre de recherche, Dr. Ori Monchi, encore récemment, que peut-être qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de lien avec la direction du centre. Et moi, je vous encourage à explorer ça parce que je pense que la nouvelle direction n'est pas si nouvelle que ça, parce que ça fait déjà un petit peu plus d'un an, mais quand même, elle n'est pas est en train de réorienter. Puis ils sont en train d'ailleurs, au centre de recherche, juste pour votre information, je ne dis pas que l'Observatoire dépend du centre de recherche, mais l'Observatoire peut, comment dire, tirer avantage de ce centre de recherche. Je vous rappelle que c'est le plus important centre de recherche sur le vieillissement dans la francophonie internationale. Là. C'est pas des peanuts. Fait que vous pourriez peut-être établir des liens. Je vous mentionne que le centre de recherche est en train de repenser, revoir
son plan stratégique et le type d'organisation qui se rompt, puis le type de liens qu'ils sont en train de faire. Fait que ce serait peut-être un bon moment d'en parler. Ceci étant, l'agisme, c'est bien sûr, il y a un mot là-dedans qui est âge. Hein? Et là où peut-être qu'il y a même des choses qui pourraient vous intéresser de savoir, si jamais vous le souhaitez. Par exemple, pendant toutes ces années-là, là, j'ai maintenu mes activités de recherche et je dois dire que je suis extrêmement impressionné par une, euh, une chercheure postdoctorale qui a joint mon équipe l'année dernière. Elle est de Grenoble et elle est une spécialiste dans le domaine justement de l'âge, mais je dirais des âges. Parce que dans le fond, quand on parle de l'âge, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de l'âge du passeport? Parce que dans le fond, quand on dit l'âge, c'est l'âge, le nombre de jours depuis ma naissance, c'est comme ça. Mais plus on avance dans la trajectoire de vie, plus il y a des différences entre les gens. C'est normal. Fait qu'il y en a qui ont peut-être un âge fonctionnel ou cérébro-cognitif plus jeune que leur âge du passeport. Il y en a qui l'ont un peu plus vieux, puis on sait qu'il y a des maladies, malheureusement, neurodégénératives qui affectent ça. Alors, la question des âges et de tenir compte de l'âge des personnes, c'est aussi important. Puis je pense que dans le domaine de l'agisme, ça montre bien, parce que de fait, quand le docteur Davignon se promenait dans le couloir de l'hôpital puis qu'il s'est fait arrêter par le personnel en disant est-ce que je peux vous aider à retrouver votre chambre? Ben peut-être qu'il y avait des gens de son âge de passeport qui étaient dans des chambres, mais lui, il avait la chance d'être en bonne forme, puis de pouvoir fonctionner comme plein de gens ici aujourd'hui, et puis de pouvoir avoir un âge cérébro-cognitif plus court, plus jeune que son âge de passeport. Et aujourd'hui, avec des petits indices d'imagerie, puis de comportement, puis avec l'intelligence artificielle dont on parle trop, là, puis c'est c'est fabuleux, mais en même temps, il faut savoir qu'il y a des limites. Soit dit en passant, l'intelligence artificielle, c'est comme le couteau de cuisine. Hein. Je veux dire, c'est bon pour couper la viande puis le pain. Ça peut aussi être méchant et puis on peut faire des choses méchantes avec un couteau de cuisine. Alors, c'est ce qu'on fait avec les choses et non pas la chose elle-même. Le couteau de cuisine, on ne devrait pas interdire les couteaux de cuisine, on ne va pas interdire l'intelligence artificielle, mais faut encadrer ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, comme on doit encadrer personnellement puis collectivement ce qu'on fait avec les couteaux de cuisine. Donc, je pense que le docteur, les nouvelles avancées permettent d'estimer aujourd'hui, on arrive à estimer l'âge cérébro-cognitif des gens. Et peut-être que ça peut même être quelque chose dont il faudra parler à un certain point. Dans certaines sociétés, nous, on vit dans une société où, par exemple, on n'a pas d'âge obligatoire de retraite. Dans d'autres sociétés, il y a un âge obligatoire de retraite, mais c'est l'âge du passeport qui est pris en considération, pas l'âge de la personne. C'est peut-être des fois injuste parce que des fois, ça devrait être plus tôt, des fois, ça devrait être plus tard. Ça dépend de la chose. Fait que je trouve que ça se connecte, ça, à l'agisme et certainement au bien-être. Alors, si jamais un jour vous voulez, je peux vous mettre en lien avec Élise Roger, qui est cette docteur Roger qui est spécialiste dans ce domaine-là et qui se ferait certainement un plaisir de donner une conférence grand public de ce type-là. Juste pour vous dire, à l'Université de Montréal, parmi les universités au Canada, vous êtes comme dans un milieu où on a une force qui est grande et c'est celle de l'intersectorialité. Alors, c'est quoi ce mot-là? C'est que c'est pas juste interdisciplinaire, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait travailler des gens de médecine avec les géographes, avec les sociologues, avec les gens de droit, avec les architectes et tout. Donc, de vraiment travailler. Puis ça, c'est fondamental à l'agisme. C'est fondamental à l'agisme. Par exemple, moi, j'avais été impressionné juste d'un point de vue architecture et l'agisme. Hein? Quand je vais au Japon, par exemple, je suis toujours impressionné qui est le pays le plus âgé au monde, hein, vous le savez. Et le Québec
va être comme un peu un modèle japonais d'ici 8-9 ans, là. Ben, à chaque coin de rue où il y a un feu de circulation, c'est un exemple niaiseux, là, mais c'est un exemple juste bien pratico-pratique. Chaque coin de rue où il y a un feu de circulation, il y a, chez nous, ben, on a un bouton, puis on peut dire que je suis piéton, puis je veux traverser, puis c'est le même temps pour tout le monde, là, que ce soit une jeune personne qui fait les marathons chaque semaine versus une personne âgée qui peut éventuellement prendre un peu plus de temps. Pas tous, encore une fois, mais certaines. Au Japon, il y a toujours deux boutons. Il y a le bouton normal, puis le bouton Ah, je veux un peu plus de temps. Fait que ça veut dire que c'est pas qu'on allonge indûment le temps de traverser qui fait en sorte que ça bloque les rues pour tout le monde tout le temps, mais il y a l'option. C'est vraiment très, très basique, mais ça permet des options qui tiennent compte de la diversité de population. Ça peut être des gens plus jeunes qui ont des problèmes de mobilité, puis etc. Fait que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses vraiment fondamentales dans tous ces aspects-là. Et on a, juste pour vous dire, on a quelque chose qui s'appelle à l'Université de Montréal le labo d'innovation qui, justement, met en place des liens intersectoriels comme ça. Puis il y en a un qui s'appelle la vie repensée d'une thématique. Ben, la vie repensée, c'est exactement ça. On devrait repenser la vie, entre autres, en fonction de combattre l'agisme. Alors, je pense avoir terminé les quelques minutes qui m'étaient consenties ce matin pour dire un petit mot. J'espère que vous aurez compris que les bases de l'Observatoire étaient des bases ressenties par les gens que vous mentionnez dans dans le site web de l'Observatoire, que, encore une fois, merci à Dr. Bois pour avoir permis ce premier contact, parce que sinon, ça n'aurait même pas eu lieu. Et vraiment, je remercie tout le monde pour, ça a déjà été dit, mais pour votre contribution bénévole. C'est absolument essentiel. Un grand merci et surtout une félicitation. On va entendre parler un peu plus des réalisations de l'Observatoire dans quelques minutes. Et alors moi, je vais essayer d'écouter le plus possible. Je dois vous dire que c'est un peu l'enfer de ce temps-ci au niveau de mon emploi du temps, mais je vais essayer d'écouter le plus possible. Alors peut-être que je vais fermer ma caméra, mais je vais vous écouter. Alors merci, bravo à tous et merci, c'est très ému et honoré d'être ici aujourd'hui pour ce premier 20e anniversaire. Merci, M. Joannette. Vos propos ont été fort intéressants sur la petite histoire de l'OVS. Nous en avions oublié quelques éléments. Nous avons bien aimé également vos propos sur le concept de l'âge, des âges. C'était fort pertinent. Alors, nous avons très apprécié votre intervention, M. Joannette. Merci encore une fois. Au cours de ses 20 ans d'existence, l'OVS a réalisé moult projets et activités. Pour nous rappeler plusieurs de ces événements, nous allons maintenant entendre Mme Alida Piccolo, trésorière de l'OVS, et Mme Ginette Brulotte, membre du comité consultatif. Mesdames, à vous la parole. Euh, oui, bonjour. Alors, merci d'être présent. Alors, comme M. Ledoux vient de mentionner, Alida Piccolo, je suis bénévole depuis, je pense, plus de 13 ans à l'Observatoire Vieillissement et Société. Et là, actuellement, j'occupe le poste de trésorière, mais j'ai occupé divers postes et j'ai participé à divers comités là, au sein de l'OVS. Nous allons vous présenter, oui, les défis auxquels l'OVS a dû faire face et fait toujours face. Nous allons parler des réalisations, quelques mots sur la gouvernance et un mot de conclusion. Alors, les anniversaires marquants, comme le 20e ou le 15e ou le 10e, c'est aussi l'occasion de faire un peu le bilan, de se poser la question, là, avons-nous fait une différence? Parce que c'est ça l'objectif, hein? Avons-nous fait une différence? Puis quelle a été notre contribution dans le dossier de l'agisme? Bon, en vous faisant part des défis et des réalisations, je pense qu'on peut répondre un peu à cette question. Alors, c'est ma collègue, je vais laisser la parole à Ginette qui va commencer, qui va se présenter et qui va commencer la présentation des défis de l'OVS. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Alida? Oui, 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 oui. OK.
Bonjour, je suis à l'OVS depuis 2009 et j'ai été accueillie chaleureusement par Docteur Davignon dans le cadre de... J'étais en études doctorales en bioéthique et j'ai poursuivi ma recherche à l'EUGM, c'est-à-dire à l'OVS. Et donc, je vais vous présenter les défis. Alors, comme tout organisme, est-ce qu'on projette, Pierre? Oui, je travaille là-dessus, ça ne sera pas très long. Oui. Alors, c'est bon? Oui, la prochaine est la prochaine page. Alors, voilà. Alors, quand on parle de défis, tous les organismes ont des défis à relever, mais le premier défi, c'est d'avoir un lieu où travailler, donc avoir accès à des locaux. Et l'OVS est un organisme qui est autonome, à but non lucratif, qui est partenaire de l'Institut de gériatrie de Montréal, l'IUGM. Il est situé à son centre de recherche. Un autre défi que beaucoup d'organismes à but non lucratif ont tous, c'est c'est les ressources humaines bénévoles. Alors ici, à l'OVS, c'est des bénévoles qui réalisent la grande partie des activités de l'OVS. La moyenne d'âge est de 70 ans, c'est tout un exploit. Et les bénévoles incarnent bien le concept d'un engagement social et d'un vieillissement actif. D'autres défis, quand on parle, c'est toujours aussi les mêmes défis pour des organismes à but non lucratif, c'est toujours le financement et le fonctionnement durable. Les fonds de l'OVS proviennent de fondations privées, comme l'a mentionné précédemment mon collègue, Luc Maurice, les fondations Luc Maurice, qui est plus récemment, qui nous alloue des fonds annuellement. Il y a aussi la fondation Civilaes, qui nous alloue annuellement depuis quelques années. Il y a les programmes gouvernementaux au niveau provincial et fédéral et bien entendu des entreprises et donateurs privés. Et parmi les défis, et les défis les plus récents, naturellement, c'est la pandémie et l'impact sur l'OVS. Alors, l'OVS se targue d'avoir réussi à migrer vers le numérique. En conséquence, il a fallu sortir de notre zone de confort, être créatif, avoir confiance que nos lecteurs nous suivraient. Nous avons publié Nos vies palpitantes et excitantes en temps de pandémie. Et c'est le quotidien de 7 femmes pendant un mois qui ont relaté comment l'amitié et leurs échanges réguliers de courriels leur ont permis de briser l'isolement. Je vais céder la parole à ma collègue Alida. Oui, alors maintenant, on va aborder les réalisations. J'ai été bien heureuse d'entendre M. Joannette nous parler des origines de l'OVS, de la vision et de la mission, parce que nous, on croit, en fin de compte, que la vision des fondateurs et l'énoncé de mission, le combattre l'agisme, mettre l'accent sur le bien-être des personnes âgées, c'est vraiment la plus grande réalisation, je dirais, de l'OVS. On a fait, au cours des dernières années, 2 exercices de planification stratégique. On se posait la question, est-ce que c'est toujours pertinent? Et oui, on a toujours dit que c'était pertinent, puis on continue dans cette vision là, des fondateurs de l'OVS. En 2004, quand l'OVS a été fondé, c'était le seul organisme qui évoquait l'agisme, l'a défini, a identifié ses impacts négatifs sur les personnes âgées et la société. C'est vraiment l'agisme et le leitmotiv qui sous-tend la plupart de nos réalisations. L'OVS s'est penché au cours des années dans le cadre de colloques, de conférences, l'agisme au travail, l'agisme dans les médias, l'agisme et la maltraitance en résidence et l'agisme dans la vie quotidienne. L'OVS aussi a pris position, que ce soit au niveau de règlements municipaux ou de lois proposées par le gouvernement provincial. La première fois qu'il a soumis un mémoire à la Ville de Montréal, c'était en 2016. La Ville proposait, c'était dans le cadre de la consultation Montréal physiquement active. Alors, c'était de proposer un cadre d'intervention pour faire bouger les Montréalais et les Montréalaises. Il n'y avait pas vraiment de cadre spécifique pour les personnes âgées. Une des recommandations était de l'OVS était l'élaboration d'un cadre de référence d'activité physique pour maintenir l'autonomie des personnes âgées. Bon, il y en a d'autres qui ont souligné l'importance de l'activité physique pour les personnes âgées. Il n'y a pas eu de cadre comme tel pour les personnes âgées, mais ceux qui fréquentent les activités culturelles ou sportives de la ville de Montréal vont constater qu'il y a une préoccupation
de proposer des activités physiques pour les personnes âgées telles que Zumba Gold, yoga sur chaise, yoga doux, étirements et activités musculaires. Alors, il y a cette préoccupation-là d'avoir des activités pour les personnes âgées. Les 2 autres fois que l'OVS a présenté des mémoires à la ville de Montréal, ça concernait la sécurité routière. Ça m'a fait plaisir d'entendre que M. Joannette mentionnait l'exemple du Japon. On aurait dû. Oui, la ville se préoccupait, là, puis on a fini un mémoire en 2017 concernant cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables, incluant les personnes âgées et les véhicules lourds. On avait constaté que les accidents mortels avec des véhicules lourds comme des camions, les personnes âgées étaient vraiment surreprésentées. Alors, c'était de voir comment réduire. Un des objectifs était de réduire, en fin de compte, d'avoir 0 accident qui aurait pu être évité. Et l'autre mémoire, c'est récemment, au printemps, la ville a consulté la population sur la traversée des rues, mesures d'accessibilité et mobilité active. Mais dans le cadre de cette consultation-là, personne n'a mentionné ce qui se faisait au Japon. Bon, alors ils auraient pu peut-être en consulter parce que c'est une des problématiques, la traversée des rues pour les personnes âgées. Bon, voilà. Alors, nos recommandations qu'on a fait dans le cadre de ces mémoires qu'on a soumis font écho aux préoccupations de la ville, que la ville a récemment exprimées. Au lieu de diminuer, en fin de compte, depuis 2017, diminuer le nombre de décès, d'accidents mortels, il y a eu une augmentation. Alors, c'était de revenir avec cette idée là, de concept de vision zéro et d'y inclure le réflexe personne âgée, qui veut dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau règlement à la ville de Montréal, est-ce qu'on s'est posé la question, c'est quoi l'impact pour les personnes âgées? Alors, c'était parmi nos préoccupations. On a aussi soumis, on a pris position auprès du gouvernement du Québec. La première fois, c'était en 2012, puis c'était dans le contexte du projet de loi 10 qui a modifié tout le système de santé et services sociaux et qui maintenant, qui a été implanté en 2015 et qui maintenant est en train d'être remplacé par une autre réforme, la réforme du ministre Dubé. En 2013, on a présenté un mémoire, on est allé à Québec sur la loi 52, qui est la loi concernant les soins de fin de vie. On s'est toujours préoccupé, on était en faveur, nous, de ce projet de loi et on a suivi régulièrement les mises à jour et les discussions autour justement là, des soins de fin de vie. Alors, au niveau des réalisations, il y a 2 programmes, un programme provincial et un fédéral qui font des appels de projets avec des objectifs bien précis. Et je vais juste en mentionner quelques-uns. En 2013, l'OVS a obtenu une bonne subvention pour réaliser Paroles de femmes et cuisine italienne en français et en italien. C'est ça qui était très différent, d'avoir une deuxième langue là, qui était l'italien. C'est un projet qui rend hommage aux femmes qui ont immigré de 1950 à 70 d'origine italienne et ils nous font part un peu de leurs difficultés d'intégration, leurs valeurs, les réalisations, tout en proposant des recettes culinaires préférées, alors avec un livre de recettes. Alors, l'OVS se préoccupe depuis longtemps d'avoir la diversité de clientèle dans ces projets. Alors maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Ginette qui va nous parler des activités d'agisme et des projets que nous avons obtenus pour réaliser ces activités. Alors, merci Alida. En 2021, l'OVS a reçu une subvention sur 2 ans qui a permis de réaliser un projet qui s'appelle L'agisme en un clin d'œil, où se manifeste-t-il? Je vais en parler aussi un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. Ça fait un grand succès. C'est dans le cadre de ce projet qu'on a réalisé plus de 70 ateliers sur l'agisme et à ce jour, plus de 110 ateliers ont été donnés, dont un certain nombre en anglais. C'est une première pour l'OVS.
Aussi, dans l'obtention des subventions au niveau fédéral, le programme Nouveaux Horizons, en 2019, grâce à la subvention du PNHA, l'OVS a produit une bande dessinée, une BD de 24 illustrations intitulée L'agisme en un clin d'œil, où se manifeste-t-il? Par des aînés pour jeunes et moins jeunes. Cette BD est utilisée comme soutien à la discussion lors des ateliers de sensibilisation à l'agisme. Et en 2020, le même organisme a accepté le projet mené par Jean-Pierre Gagné, chercheur à l'UGM, intitulé Communiquer efficacement avec nos aînés en temps de pandémie. Alors, Alida, à toi. Oui. Alors, je continue. Alors, au cours des ans, l'OVS a organisé divers colloques et diverses conférences. Alors, c'était soit pour souligner un anniversaire, par exemple, aux 5 ans, ou pour aborder certaines thématiques d'actualité. Alors, en 2009, par exemple, il y a eu une grande journée de réflexion sur l'agisme. Au-delà de l'âge, pourquoi l'agisme? Et des chercheurs de l'Institut de gériatrie de Montréal ont participé à cette réflexion. Martine Lagacé, Francine Tuga, Louis Bérin, Marie-Jeanne Calboat, parmi d'autres. Et en 2013, un autre colloque, c'était Où vivre? Les formules d'habitation en pleine évolution, est né au centre des décisions. Alors, une thématique toujours très pertinente, surtout après les constats et les interrogations en lien avec la pandémie. Alors, on a toujours souligné nos anniversaires, soit par un colloque ou un numéro spécial du Gérophare. En 2018, c'était le colloque du 15e. La thématique était la prévention et le bienfait pour les aînés. Divers ateliers qui portaient sur la prévention, l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress et l'entretien des facultés mentales. En 2019, ça, c'était juste avant la pandémie. Je pense que c'était notre dernière activité, grande activité en personne, conférence sur les enjeux touchant les aînés, les proches aidants, la qualité de vie des personnes aînées à domicile, la déficience auditive et la loi concernant les soins de vie. Et c'est Madame la ministre de l'époque, Marguerite Blais, qui a fait l'ouverture de cette conférence. Ce fut vraiment un grand succès. Je poursuis là, avec certains outils novateurs. L'OVS a publié Droits et libertés des personnes âgées vers 2000-2013. C'est suite à une évaluation du problème d'agisme et de maltraitance dans les résidences que l'OVS a produit ce document en français, en anglais et en italien. Il y a eu tout un programme de diffusion. Ça a été diffusé dans les résidences et auprès des tables de concertation. Ce document souligne que les personnes âgées, dépendantes ou non, ont des droits inaliénables sur le plan moral, matériel et social. Il y a des exemples concrets qui sont donnés. Bon, je poursuis 10 ans de réflexion. C'est la publication d'un document en 2014, justement, sur 10 ans de réflexion. Et encore là, c'est les thématiques de l'agisme, la perception du vieillissement dans la société, la participation sociale, l'emploi, la santé, l'agisme, l'euthanasie et les soins de fin de vie. C'est des thématiques qui reviennent de façon régulière. Et les numéros spéciaux là, du Gérophare, le 10e et le 15e. Et pour le 20e, au mois de juin prochain, il va y avoir un numéro là, qui va venir souligner les 20 ans du Gérophare. Bon, alors maintenant, l'OVS, comme vous pouvez le constater, n'est pas statique. Il évolue en fonction des besoins identifiés, la société change, les habitudes se transforment, l'OVS change et se transforme aussi. La plus grosse transformation, c'était bien sûr de passer au numérique. On est un des rares organismes qui a su passer au numérique et de survivre à ce changement majeur. Mais quelques exemples, par exemple, là, on avait des cafés philo avant la pandémie, qui étaient en personne, qui étaient très, très appréciés, mais ce n'était plus possible dans le cadre de la pandémie. On est passé à Espace Réflexion, qui sont des moments de réflexion qui sont animés par notre président André Ledoux. Une autre réalisation, c'est le prix du grand aîné vers 2012, je crois. L'OVS a mis en place le prix du grand aîné. C'était de rendre hommage à une personne âgée de plus de 80 ans qui est toujours active au sein des activités, par diverses activités. Et il y en a eu 7 récipiendaires. Et ce qui était bien, on a
évolué aussi dans ce contexte-là. Alors, au lieu de le dernier prix qui a été donné, c'est pas le prix du grand aîné, mais on a changé le nom, le prix du grand âge. Et ça s'est fait en collaboration avec la table de concertation des personnes âgées de Montréal. Alors, on le fait tout seul, mais on le fait en collaboration avec d'autres. Voilà. Alors, aujourd'hui, on aimerait souligner aussi les partenariats qui sont vraiment la clé aussi de notre œuvre. Et, bien sûr, le partenariat avec l'Institut de gériatrie de Montréal et son centre de recherche, c'est bon, c'est pas seulement au niveau des locaux qui nous sont alloués, mais aussi de l'opportunité d'être en contact avec des scientifiques qui réfléchissent là au niveau du vieillissement. La table de concertation des aînés de Montréal et tout récemment, c'est l'Association canadienne de la santé mentale qui inclut dans sa formation des intervenants des vignettes et des éléments portant sur l'agisme provenant de l'OVS. Et notre conférencière, Mme Brault, œuvre au sein de cette association. Et bien sûr, on veut souligner aussi qu'on avait une bonne, très excellente collaboration sur plusieurs années avec la programmation des conférences Avantage de l'IUGM. Ça, c'était avant la pandémie, quand il y avait des conférences grand public. Alors, voilà, quelques mots pour, juste avant de terminer, sur la gouvernance. Alors, l'OVS est régi par un conseil d'administration, un comité de direction, un comité consultatif et divers comités ponctuels. Les membres sont bénévoles. Il y a eu à ce jour 3 présidents de CA. Bon, on a déjà souligné la contribution de Dr. André Davignon. Et pendant... il a été là plus de 10 ans, 12-13 ans. Il était en tandem, si je peux dire, avec la directrice générale, Denise Détrempe. Alors, c'était vraiment des années très riches en réflexion et en réalisation. Quand le docteur Davignon a pris sa retraite, c'est Mme Marie-France Thibodeau qui a pris le relève. Elle était doyenne de la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Et maintenant, c'est M. André Ledoux, qui est le président actuel, conférencier, auteur et travailleur infatigable dédié au bien-être des personnes aînées. Bon, en conclusion, bien sûr, un mot de remerciement à tous les membres du conseil d'administration, les bénévoles, les fondations, Luc Maurice-Sibyllaès, ainsi que les donateurs privés. On remercie aussi les instances gouvernementales qui nous ont fait confiance et qui nous ont accordé des fonds. Alors, au tout début, je disais, est-ce que on se pose la question quand on fait quand des anniversaires sont souvent des occasions pour faire un bilan, je se pose la question, est-ce qu'on est toujours pertinent? Alors oui, je pense qu'on est toujours très pertinent compte tenu de la thématique qui est très d'actualité. Et aussi, je voudrais aussi on a mentionné qu'on donne des ateliers sur l'agisme et sur une période à partir depuis 2020, c'est plus de 100 ateliers qui ont été offerts. Je voudrais souligner ici la contribution au niveau du contenu, mais aussi au niveau de l'animation qui Mme Lucie Delouet, je l'ai vue, elle est présente, Gilles Bélanger et Mme Daphné Lamiage qui a donné des ateliers dans le milieu anglophone. Alors, si on se pose la question, est-ce qu'il y a toujours un intérêt pour l'agisme? Oui, on a des demandes de plus en plus et c'est les personnes âgées qui réfléchissent sur c'est quoi l'agisme, d'être capable d'identifier une situation d'agisme et de voir comment répondre à cette situation d'agisme. Alors voilà, et là, vous avez nos coordonnées. Alors, j'invite tous ceux qui sont intéressés par l'agisme et les personnes âgées de réfléchir et de voir si vous ne voulez pas vous rejoindre l'OVS comme bénévole. C'est très stimulant, c'est très varié et chacun contribue à sa façon, selon son expérience et selon ses expériences personnelles. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Alors voilà, je termine là-dessus. Ton micro, André, ton micro. André, ton micro. André, ton micro. Merci. Merci, Mme Piccolo et Mme Brulotte, pour ce rappel très pertinent des différentes activités, des événements, des projets de l'OVS. Est-ce qu'il y aurait des questions posées sur cette historique ou bien oui? Bon, voilà. Alors, nous arrivons maintenant au cœur de ces portes ouvertes.
En effet, nous avons le plaisir de vous présenter Madame Anaïs Brault, qui prononcera la conférence d'ouverture. Madame Brault est diplômée de l'Université de Sherbrooke en service social et elle est actuellement formatrice en promotion de la santé mentale des aînés au sein de l'Association canadienne de santé mentale. Madame Brault, à vous la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ouais. Oui. Merci beaucoup de l'invitation et félicitations à l'OVS pour vos 20 ans. C'est intéressant d'en apprendre davantage. Euh, je vais peut-être partager mon écran si Monsieur Pierre, vous pouvez me Oui, donner ça l'accès. devrait être fait, ça devrait être fonctionnel. Ouais, je pense que ça fonctionne bien. Donc, voici. Oui, comme ça a été mentionné, on a effectivement de belles collaborations entre l'OVS et la CSM Montréal. Donc, une petite mention spéciale à Lucie Delwade qui fait un travail exceptionnel au sein des deux organismes. Mon nom, c'est Anaïs Brault. Comme M. Ledoux l'a mentionné, je suis travailleuse sociale de formation, puis actuellement à la CSM en tant que formatrice euh, sur un programme qui est dédié aux personnes aînées. Alors aujourd'hui, on vient aborder la thématique donc de l'isolement ou solitude et surtout quels impacts ces enjeux ont sur la santé mentale des personnes vieillissantes. Peut-être pour commencer, nous présenter quelques mots sur l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal. Donc, on est un organisme qui fait partie d'un réseau pan-canadien. Il y a des branches un peu partout au Canada. Et puis à Montréal, nous, notre focus est vraiment sur les populations montréalaises. Donc, on a différents programmes, conférences, actions qui visent donc la promotion et la prévention en santé mentale. De venir sensibiliser donc à ces enjeux-là et favoriser le bien-être des individus et des collectivités. On vise le grand public, les jeunes, mais aussi les aînés, donc avec des programmes spécifiques dont je vais vous parler un peu plus tard dans la présentation. Alors, notre mission, se situe vraiment au niveau de comprendre, outiller et sensibiliser. Donc, on travaille en collaboration avec d'autres acteurs qui vont être plutôt dans l'intervention, mais nous, on se concentre plutôt dans la promotion de la santé mentale. Donc, pour aujourd'hui, ce que je vous propose, en fait, c'est d'abord commencer par certaines définitions, puisque c'est des concepts qui vont s'entrecroiser. Pardon. Quand on parle d'isolement, de solitude, du fait de vivre seul, donc si vous voulez bien, on va se donner des définitions communes pour l'aborder ensemble. Donc d'abord, l'isolement social, qu'est-ce qu'on entend par ça? Ensuite, la solitude ou les solitudes, puisqu'il existe différentes formes. Puis on va aussi faire le point sur la santé mentale, donc de quoi on parle justement dans une perspective de bien-être et comment ces concepts s'interrelient finalement au niveau des facteurs de risque, donc ce qui peut influencer la présence d'isolement ou de solitude chez les personnes vieillissantes, mais aussi les facteurs de protection. Donc, ce sur quoi on travaille, entre autres, à la CSM Montréal à travers notre programme. Donc, si ça vous convient, on veut partir dans notre sujet. Alors, pourquoi c'est important de parler d'isolement social, de solitude? Ben, en fait, c'est considéré comme un enjeu de santé publique, particulièrement, évidemment, avec l'impact de la pandémie qu'on a tous vécu. Ça a fait ressurgir
ces enjeux-là. Et puis, ben, vous le savez probablement, on est dans une période où on assiste à un vieillissement de la population. Donc, selon l'INSPQ, en 2031, ce serait une personne sur quatre qui sera âgée de 65 ans et plus. Donc, c'est une bonne proportion de la population. Et c'est important donc de s'attarder aux enjeux qui touchent les personnes. Aussi, ben, au Québec particulièrement, il y a beaucoup de personnes aînées ou vieillissantes qui vivent seules, ce qui peut aussi avoir un impact là, sur leur situation d'isolement social. Et il y a plusieurs enquêtes au Canada qui ont été faites sur cette thématique-là, et puis on ressort que 37% des personnes qui vivent seules rapportent ne pas avoir un soutien social suffisant. Donc, c'est aussi important justement de veiller au fait d'avoir un filet social qui nous permet donc de pouvoir répondre à nos besoins et favoriser l'autonomie. Donc, d'abord, si on parle d'isolement social, ça fait référence à un concept qui est plus objectif. Donc, on le voit comme quelque chose qui est mesurable en termes de fréquence, de nombre d'échanges sociaux que la personne va avoir, mais aussi en termes de qualité, donc au niveau de l'exercice de rôles sociaux et des échanges. Donc, c'est ce qui est utilisé plutôt dans les recherches pour avoir un portrait plus statistique. Donc, quand on parle davantage de solitude, ici, ben, on fait référence plutôt aux perceptions et aux sentiments. Donc, ça fait écho vraiment à la perception qu'une personne va avoir entre un écart qui est situé entre ce que la personne souhaite comme échange et lien social versus ce qu'elle perçoit qu'elle vit. Donc, c'est plutôt disons, un phénomène qui va être plus complexe, qui parle de notre rapport à soi, notre rapport à l'autre et même notre rapport au monde. Donc, il y a des chercheurs qui ont identifié différentes formes que peut avoir la solitude. Donc, quand on parle de solitude existentielle, ça va être plutôt en lien avec notre rapport au monde. Et donc, ce sentiment-là qu'on peut avoir par rapport au sens, à la vie, à la mort, et ce côté plus existentiel, donc de réfléchir au fait qu'on peut naître seul et mourir seul. Donc, c'est plus à ce niveau-là, tandis que quand on parle de solitude qui soit plutôt relationnelle ou affective, ben, ça va être au niveau de ressentir finalement un manque de lien social. Donc, c'est relié à une insatisfaction. Et c'est en ce sens-là que ça va affecter aussi notre bien-être, notre santé plutôt psychologique. Donc, c'est un phénomène qui peut toucher des gens de tout âge. Ça peut être un sentiment qu'une personne va vivre tout au long de sa vie, selon aussi sa trajectoire, son type de personnalité ou encore son environnement. Mais c'est aussi quelque chose qui peut se développer à travers le temps selon des événements de la vie, par exemple des transitions importantes qui peuvent nous amener à ressentir davantage de solitude. Donc, quand on pense dans un contexte de vieillissement, il peut y avoir différents changements, des transitions importantes, des deuils qui peuvent nous amener aussi peut-être à ressentir davantage de solitude. Donc, c'est de se rappeler que finalement, c'est un phénomène qui peut varier à travers le temps et qui est vécu de manière plus personnelle. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ce qui est apporté?
n'hésitez pas à faire signe. Oui, il y a une main levée. Oui, je vais vous faire prendre une petite pause, Anaïs. Moi, je remarque que vous abondez beaucoup sur le côté social. Mhm. Ce qui m'étonne, moi, depuis la pandémie, c'est qu'on cherche désespérément où sont les sociologues, où sont les gens qui auraient pu Mm. nous aider dans ce sens-là. Et c'est quand même curieux d'avoir une association de santé mentale qui prend le relais pour nous parler du volet social et de la solitude. Mhm. Ouais, Pas une question, mais une remarque que je fais, là. ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, merci pour votre intervention. Puis je pense effectivement que on y arrive justement, tu sais, à aborder comment on définit la santé mentale dans ce cas-ci. Puis c'est vrai que nous, dans notre approche, on prend en compte cet aspect-là, qui est justement les déterminants sociaux de la santé. Puis qu'au-delà des aspects individuels ou psychologiques, il y a aussi un contexte qui nous influence tous et toutes dans notre rapport avec notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Donc, merci, oui, pour votre commentaire. Donc, justement, quand on parle de santé, c'est important de se rappeler qu'en fait, c'est un état qui inclut à la fois notre bien-être physique, auquel on va plus souvent penser peut-être quand on parle de santé, mais ça inclut aussi notre bien-être social et notre bien-être mental. Donc, le fait d'être en santé, c'est pas seulement avoir une absence de maladie ou de situation de handicap, mais c'est plutôt euh, trouver un certain équilibre qui nous permet d'avoir un certain sentiment de bien-être au quotidien. Donc, quand on parle de santé mentale plus précisément, en fait, la santé mentale, c'est encore une fois un état de bien-être qui nous permet de fonctionner au quotidien. Donc, une personne qui est en santé au niveau psychologique va être en mesure de reconnaître ses capacités, donc de s'appuyer sur ses forces pour fonctionner au quotidien. Ça va lui permettre de se réaliser aussi dans la mesure de ce qui est important pour elle et de surmonter aussi les tensions normales de la vie. Donc, selon l'OMS, cette définition-là inclut aussi le fait d'accomplir un travail ou encore de contribuer à la vie de sa communauté. Donc, quand on est dans un contexte de vieillissement, bien, ça peut beaucoup faire appel aussi à nos capacités d'adaptation face à des changements au niveau physique ou au niveau de nos rôles sociaux, par exemple. Donc, ça peut être une période de la vie qui va venir, qui peut ébranler un peu notre équilibre, puis nous amener à rechercher davantage nos capacités pour faire face à tous ces changements-là. Et puis, si on parle de contribuer à la vie de sa communauté ou d'accomplir un travail, je pense qu'on peut évidemment y inclure toute forme de participation sociale ou d'engagement, donc dans une vision plus large. Donc, sans entrer dans les détails, mais il y a aussi une distinction à faire entre santé mentale et troubles de santé mentale. C'est-à-dire qu'on a tous une santé, donc une santé physique, une santé mentale. Et puis, donc, chaque personne peut avoir un certain état de bien-être ou vivre à certains moments plus de détresse. Et donc, c'est là où il y a un travail d'équilibre à faire pour finalement prendre soin de soi, puis avoir un équilibre qui nous permet de faire face aux situations plus difficiles. C'est ce que je dirais à ce niveau-là. Et puis, pour faire suite aux commentaires de monsieur, en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la santé mentale de chaque individu. Donc, bien sûr, il y a des caractéristiques qui vont être plus biologiques, psychologiques,
personnelles qui sont propres à l'individu, mais c'est aussi influencé par plusieurs facteurs, dont les milieux dans lesquels on va grandir, naître, vivre, vieillir, et puis aussi la société dans laquelle on se trouve peut avoir une influence sur notre état de santé. Donc, je vous partage ce graphique-là qui vient un peu illustrer, donc quand on parle des déterminants sociaux de la santé, peut-être quelque chose avec lequel vous êtes familier, mais qui nous semble important de relever. Donc, pour justement garder un œil sur comment nos milieux peuvent influencer aussi la santé, les enjeux qu'on va vivre. Donc, de prendre en considération aussi les systèmes dans lesquels on se trouve, qui vont avoir un impact sur les facteurs de risque ou de protection par rapport à ces enjeux-là. Donc, peut-être plus concrètement, justement, quand on parle de facteurs de risque, ben, ça va être finalement des éléments qui vont jouer sur les probabilités de vivre certains enjeux. Donc, qui statistiquement ont été démontrés que ça va nous amener, par exemple, dans ce cas-ci, à vivre plus de solitude ou d'isolement social. Donc, parmi les recherches, il y a 3 facteurs en particulier qui sont ressortis, qui sont la détérioration de l'état de santé physique, mental ou cognitif chez une personne. C'est un des facteurs qui a été identifié qui peut faire que la personne va être plus à risque de vivre de l'isolement. Donc, un autre des facteurs, ça a été aussi au niveau des pertes de mobilité. Donc, le fait d'avoir plus de difficultés à se déplacer, ça peut effectivement jouer sur la situation d'isolement d'une personne vieillissante. Et puis, un autre élément important aussi, c'est au niveau de la précarité financière. Donc, on peut diviser ces facteurs-là qui soient plus individuels, comme le fait de vivre seul ou de vivre certaines transitions, comme on l'a nommé déjà, bien ça peut faire que peut-être de manière temporaire aussi, la personne peut vivre une période plus d'isolement ou de solitude. Et puis, c'est souvent un cumul de facteurs finalement qui va faire qu'une personne va être plus à risque de vivre de l'isolement. Donc, il y a les facteurs individuels, puis il y a aussi les facteurs qui sont reliés à l'environnement. Donc, ça peut être l'environnement physique. Il y a certains obstacles, par exemple au déplacement ou à l'accès à des lieux de socialisation qui vont être plus au niveau financier, socio-économique. Mais il y a aussi l'environnement social et culturel. Donc, justement, l'agisme, ça peut être un facteur qui va influencer l'isolement des personnes. Donc, ça peut faire partie des obstacles finalement à ce qu'une personne aille davantage vers les autres ou participer socialement. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais je pense que c'est ceux qui ressortent davantage et qui peuvent justement expliquer ces enjeux-là. Et puis, quand on parle d'isolement à long terme, ben, ça peut amener justement des impacts ou des conséquences sur la personne en tant que telle ou sur son vécu. Donc, il a été identifié que sur la santé, ben, ça peut avoir un impact sur le fait de développer certaines difficultés, par exemple des symptômes dépressifs. Donc, particulièrement pour une personne qui ressent de la solitude à long terme, ça peut jouer sur son équilibre, sa santé mentale finalement. Puis, ça peut aussi avoir un impact sur les comportements vers la demande d'aide. Donc, on observe qu'une personne qui va être isolée
euh, sur le long terme, va avoir davantage de difficultés à aller vers les autres, à formuler des demandes d'aide, à aller rechercher les services de santé qu'elle peut avoir besoin. Ça fait plusieurs éléments. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ces enjeux-là? Il va y avoir une période de questions et d'échanges à la fin aussi, mais si vous aviez spontanément un partage à faire, c'est ouvert. Je continue. Ça marche. Euh, donc, euh, donc, face à ces enjeux-là, à cette réalité-là, euh, ben, on observe que justement, dans une perspective de promotion de la santé mentale, il y a certaines actions qu'on peut mettre en place à la fois collectivement et individuellement. Donc, on a parlé des structures dans lesquelles on se trouve, d'un point de vue des déterminants. Euh, puis, à la CSM Montréal, ben justement, c'est dans cette perspective-là qu'on travaille, donc pour venir sensibiliser les gens, susciter des échanges pour qu'eux-mêmes puissent réfléchir à leur situation, puis mettre en place des actions qui vont leur permettre euh, d'être moins à risque finalement de vivre des situations d'isolement social. Donc, ça m'amène à vous parler un peu de notre programme qui s'appelle Apprivoiser sa solitude et développer son réseau. Donc, c'est une série d'ateliers, de 6 ateliers qu'on va offrir dans différents milieux. Donc, que ce soit des résidences pour personnes aînées, des centres de loisirs, des organismes communautaires. Euh, bref, des lieux où on peut rejoindre finalement les personnes concernées. Et donc, à travers ces ateliers-là, on va explorer euh, leur propre perception par rapport à la solitude. Donc, comment est-ce qu'on peut justement avoir un certain pouvoir sur notre perception de ce que c'est la solitude, puis d'explorer aussi euh, que les moments seuls peuvent aussi apporter certains bienfaits ou avantages. Donc, d'explorer comment ceux-ci peuvent nous être bénéfiques euh, et moins et d'avoir un rapport qui soit peut-être moins souffrant finalement au fait d'avoir des moments seuls ou d'être seul par moment. Puis on va aussi explorer donc les stratégies pour maintenir ou développer nos liens sociaux. Donc le fait de s'informer sur les ressources qui nous entourent, de faire des choix qui font sens pour nous, pour rester en lien avec les autres, avec le monde et trouver notre façon de participer socialement. Donc, c'est tous des thématiques qu'on va explorer puis qui permettent aux personnes déjà de s'exprimer sur la question, de mettre des mots sur ce qui est vécu, puis que ça devienne un enjeu humain et pas seulement statistique, mais aussi voir qu'on peut aussi agir sur notre situation puis mettre en place certaines actions. Euh, donc, en ce sens, on a beaucoup parlé des risques et des conséquences, mais si on le regarde de l'autre côté, il y a beaucoup de bienfaits au fait de socialiser, donc qui vont avoir un impact positif sur notre santé mentale. Et donc, le fait de socialiser, d'avoir des échanges nourrissants avec d'autres personnes, ben, ça peut contribuer à créer un sentiment d'appartenance. Ça peut permettre de donner du sens à la vie. Ça peut aussi donner le sentiment d'avoir sa place dans la société et favoriser l'autonomie. Donc, de pouvoir s'inscrire dans une interdépendance, de faire appel aux gens, aux ressources dont on a besoin, puis de pouvoir contribuer aussi en étant disponible pour des gens de notre entourage. C'est tous des éléments qui peuvent favoriser l'autonomie
de toute personne, mais dans ce cas-ci, en vieillissant aussi, c'est des éléments qui vont être importants. Euh, donc, j'ai peut-être eu un débit un peu rapide pour, pour vous présenter tout ça, mais en conclusion, je pense que c'est de garder en tête que la solitude, c'est un phénomène qui va être déjà complexe dans notre rapport à soi et aux autres, et donc sur lequel on peut s'attarder pour changer nos perceptions par rapport à ça. Et puis que au niveau de la santé mentale, ben, c'est aussi quelque chose qu'on a tous et sur lequel on peut travailler pour trouver nos équilibres. Mais il y a aussi un contexte dans lequel on se trouve, puis d'un point de vue collectif ou sociétal, ben, il y a des choses qu'on peut faire pour venir favoriser aussi et prendre en compte donc les conditions dans lesquelles les gens se trouvent et qui ont un impact sur ces enjeux-là. Et, euh, et donc, à travers tout ça, le fait de justement promouvoir une image positive du vieillissement, de contrer l'agisme et d'agir en ce sens, c'est tous des actions qui peuvent contribuer au bien-être des personnes aînées. Donc, je pense que nos efforts communs à la CSM puis à l'OVS peuvent aller en ce sens pour favoriser la santé. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre participation. On est présent sur les divers réseaux sociaux, mais on a aussi notre site Internet sur lequel il y a beaucoup d'informations sur nos programmes et même des articles de blog, des prises de position, donc en lien avec la santé mentale. Donc, n'hésitez pas à nous visiter. Je pense qu'on a une période de questions là, à la fois sur la présentation et sur la matinée. Alors, je vous laisse le flambeau pour animer. Oui, monsieur Pierre? Oui, ben, j'ai deux, trois questions, mais je vais n'en poser qu'une seule pour l'instant. Je réalise que les deux présentations de ce matin de M. Joannette et la vôtre sont quand même relativement proches si on regarde ça, parce que dans un phénomène de vieillissement normal, il y a quand même l'isolement est normal aussi. Donc, ça se passe, par exemple, si vous avez célébré votre anniversaire à 30 ans, que c'était plein de gens, vous vous retrouvez à 60 ans, il n'y a presque plus personne à votre anniversaire. Donc, il y a de quoi de naturel là-dedans, entre l'isolement et le vieillissement. Alors, c'est là que s'installe aussi l'agisme, à savoir, quand vous êtes isolé, ben, l'isolement peut être social aussi. Donc, l'agisme crée d'un isolement et cet isolement-là, puis je suis content que M. Joannette soit là parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Il y a l'aspect valeur sociétale, personne ne parle. Parce que depuis les années 60 à aujourd'hui, disons à peu près 60 ans en gros, les valeurs ont énormément changé. Et je suis quand même surpris que personne aborde ce volet-là de valeurs qui crée de l'isolement et de l'agisme en même temps. À mon avis. Oui, ben, c'est sûr que c'est ça, ce qu'on vit s'inscrit dans un contexte, puis effectivement, ça va influencer comment on le vit. Je pense que, tu sais, comment on valorise justement la vie active, la vie à contribution financière, tout ce rapport au travail, ça vient aussi influencer le vécu des personnes. Puis c'est quelque chose qui ressort d'ailleurs dans nos ateliers, dans nos discussions avec les personnes participantes, c'est de voir comment se rattacher à nos valeurs aussi, puis continuer finalement cette implication-là comme personne à la société, mais sans que ça prenne une forme financière ou monétaire. Donc, ce thème-là de valeur est important aussi. Puis d'ailleurs, on l'aborde à travers les ateliers quand on ramène chaque personne finalement à ses besoins, à ce qui est important pour elle, pour aller vers ça, puis mettre des actions qui soient en cohérence avec celle-ci. Donc, ça peut orienter justement les pas qu'on va faire vers les autres,
ou nos liens sociaux, puis que ça fasse sens pour nous, finalement, en tant que personne. Mais c'est sûr que ça s'inscrit dans un contexte où on va être influencé par tout ça. Puis quand on aborde le sujet de l'agisme, c'est aussi des choses qui ressortent, puis c'est des obstacles qu'on vient légitimer, qui sont présents, puis sur lesquels on doit agir plus collectivement, hein, aussi. Mm. Oui. Oui. Madame Brault, si j'ai bien compris votre intervention et votre définition de la solitude serait un concept plutôt subjectif. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un pourrait être seul sans se sentir seul? Oui, vous amenez un élément très pertinent. Effectivement, on peut à la fois être isolé socialement sans en souffrir, puis on peut parfois être bien entouré, mais ressentir tout de même la solitude. Donc, effectivement, ça va être des concepts qui se différencient à ce niveau-là. Puis ça va dépendre aussi, ben, justement, de peut-être notre type de personnalité ou de nos besoins aussi. Il y a certains moments où on va savourer des moments seuls, où on va avoir un état de bien-être par rapport à ceux-ci. Puis il y a d'autres moments où on va davantage en souffrir. Donc, effectivement, c'est une belle nuance que vous soulevez. Merci. Monsieur Joannette? Oui, merci. Merci Anaïs pour cette très importante réflexion. Juste par rapport aux commentaires qui avaient été faits au moment du début de la présentation, il y a évidemment un lien direct là, entre la santé mentale et le bien-être, qui est un des piliers, encore une fois, de l'Observatoire, puisque le bien-être, c'est pas le bien-être physique, c'est le bien-être mental. Et donc, c'est la santé mentale qui est là. Ça ne veut pas dire que c'est que les approches de santé mentale, bien sûr, mais il y a un lien naturel. Pour ce qui est de cette question d'isolement et tout, je pense que ce qui a peut-être pas été évoqué, mais je suis sûr que tout le monde le sait, puis tout le monde y en est sensible, mais c'est entre autres toute la question de la place de la personne âgée dans notre société. Et quel est le rôle que l'on donne, le rôle sociétal, parce que on se sent isolé quand on n'a plus l'impression d'avoir un rôle dans la société. C'est surtout ça, c'est pas nécessairement le nombre de personnes autour de soi, parce qu'il pourrait y avoir 10 personnes autour, mais si on n'a aucun rôle, on va se sentir isolé. Alors que si il y a une seule personne ou qu'on est en contact, mais qu'on a un rôle, c'est important. Puis dans ce sens-là, il faut rappeler la place des personnes âgées dans les sociétés traditionnelles, parce que pendant des millénaires, l'humain a plutôt valorisé la personne âgée et l'a mise dans une position de sage et dans chacune des collectivités. Puis ce n'est que récemment, là, moi je prends toujours le film Les temps modernes de Charlie Chaplin comme exemple, là, si vous vous souvenez de Charlie Chaplin qui est à sa chaîne de montage, là, bon, ben, avec la révolution industrielle, les personnes ont été mises dans des situations de contribution très précises, physiques, puis à un moment donné, quand ils ne pouvaient plus aller assez vite dans la chaîne de montage, pouf, ils étaient mis de côté, puis on s'en occupait plus. Alors que dans les sociétés traditionnelles, au contraire, c'est comme ça. Puis on a la chance ici d'avoir des sociétés traditionnelles qui devraient nous inspirer pour la place de la personne âgée. Et c'est les sociétés autochtones, où là, les elders, les sages, ont un rôle. Ils ne sont pas isolés, là. Ils sont centraux dans les décisions qui sont prises dans cette société. Et moi, j'invite l'Observatoire peut-être à s'inspirer et peut-être inviter certaines organisations autochtones à venir parler du rôle des personnes âgées dans leur société. Parce que ça, c'est fondamental. Et je ne l'ai pas évoqué tantôt, mais il y a des documents que je suis sûr que vous connaissez parce qu'ils sont trop importants, mais juste au cas où, là, si jamais ce n'est pas le cas, je vais mettre quelques liens dans la discussion. Vous savez qu'on est justement pour l'Organisation mondiale de la santé dans la décade d'un vieillissement en bonne santé. Ici, le mot santé là,
l'OMS, c'est pas juste la santé physique, c'est la santé mentale, c'est le bien-être, là, c'est super important. Puis il y a des réflexions super importantes qui sont faites au niveau justement de l'agisme. Et vous avez le document de l'OMS sur l'agisme. Et ça, je veux dire, ce que Anaïs a raconté, ce que j'évoquais, ce dont on a discuté, c'est super bien exprimé dans ce contexte-là. J'ai eu l'occasion de travailler au sein de ces équipes là, pour ces différents documents et je peux vous dire que les réflexions étaient vraiment de très haut niveau. Et puis, juste pour signaler que tout ce que Anaïs a bien souligné, ben, il y a des approches qui sont en cours, puis vous n'avez, parce que l'Observatoire, vous n'êtes pas loin du centre de recherche de l'Institut de gériatrie, fait que je veux juste vous mentionner qu'il y a quand même à l'Institut de gériatrie un intérêt important, et surtout dans son centre de recherche, pour ce qui est de moyens de compenser l'isolement par ce qu'on appelle la communication émotionnelle. Pas la communication normale, on va dire, là, celle qui réfère à des concepts et tout ça, mais la communication des émotions qui, comme par hasard, chez les gens qui malheureusement ont des problèmes cognitifs, persiste, cette communication émotionnelle-là. La communication cognitive ou encyclopédique, moins, mais la communication émotionnelle, oui. Et puis, il y a des exemples, je veux juste donner cet exemple-là, puis Anaïs pourra en donner d'autres si elle veut, mais l'exemple de l'application Compas, qui est une application qui sert justement à accroître la communication émotionnelle et qui a été même financée dans le cadre du programme New Frontier d'Ottawa pendant la pandémie comme étant un geste anti-isolement. Donc, c'est vraiment un geste anti-isolement parce que ça peut, je crois qu'il y a même une version maintenant qui va venir avec un lien virtuel. Donc, les gens n'ont pas besoin d'être physiquement à côté pour établir cette communication émotionnelle. Puis, c'est pas juste pour les gens de la famille, c'est aussi pour le professionnel de la santé qui accompagne, par exemple, pour ces personnes âgées qui, malheureusement, sont en soins de longue durée et puis des choses comme ça. Alors, mais juste pour dire que, Anaïs, c'est vraiment super important ce que vous avez apporté. Mais je voulais juste faire le lien avec ce contexte. Oui, tout à fait. Merci. Puis merci beaucoup pour les références que je vais regarder avec attention. Puis effectivement, on n'est pas allé dans cette voie-là, mais c'est vrai qu'il y a différentes façons de communiquer ou d'être en lien. Tu sais, on pense beaucoup au parler, aux discussions, aux échanges, mais après, ça peut prendre différentes formes, encore une fois, selon notre état, selon nos besoins. Tu sais, on parle de l'émotion, ça peut être par le jeu aussi qu'on veut parfois partager des moments sans nécessairement s'exprimer de la même façon. Enfin, très, très inspirant. Merci, Monsieur Joannette. Oui, madame. J'ai Oui, oublié votre nom, je m'excuse. oui, mais je pense que c'est moi. Non, moi, je veux juste Oui. vérifier une chose. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Je m'adresse à Pierre, là. Est-ce que j'ai bien compris, Pierre, dans ce que tu as dit, que isolement et vieillesse vont comme de pair? C'est comme un naturel? Ben, en fait, c'est pas systématique, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, avec l'âge, on voit moins de gens, on a moins de relations, on perd des gens autour de soi. Et forcément, il y a un isolement qui se crée, même si on ne le veut pas. C'est dans ce sens-là que je le disais. OK, ben, je n'étais pas tout à fait d'accord avec cet énoncé-là, mais je suis plus, bon, les commentaires là, que M. Joannette a fait, c'est vraiment en lien avec la place que les personnes âgées ont dans la société. Si dans certaines sociétés orientales, ben, les vieillards ou les personnes âgées, les grands-parents habitent avec la famille. Alors, c'est toute une autre dynamique, là. Ici, on a plus tendance, bon, dès qu'on a 60 ans, 65 ans, on pense à aller en résidence. Alors,
qui crée un milieu qui est tout à fait autre que celui de la famille. Alors, c'est vraiment, c'est ça, la perception que, puis on l'a vu aussi pendant la pandémie, dans les CHSLD, on n'était pas préparé du tout, là. Même le gouvernement, là, au niveau des personnes âgées, on les a comme complètement oubliés dans cette pandémie. Alors, moi, je pense que c'est beaucoup en lien, là, avec la perception que la société ambiante a de la personne âgée et de la place qu'elle accorde à la personne âgée. Puis des fois, c'est difficile de faire sa place pour contrer aussi cette perception de la personne âgée. Bon, voilà. Ouais. Je vais répondre à ça, mais je vais laisser passer les gens. Alida, je vais te revenir là-dessus. Mais, euh, mais oui, effectivement, je pense qu'on gagnerait à valoriser davantage l'apport des personnes vieillissantes. Puis je pense que justement, dans ces initiatives-là, comme vous faites, de créer des espaces, des ateliers de sensibilisation, je pense qu'on gagne à se rencontrer aussi d'une génération à l'autre, qu'il y a davantage d'échanges et de contacts. Ça permet euh, de comprendre les réalités et les différents points de vue, là. Merci pour votre intervention. Donc, je crois qu'on serait à Ginette ou si Pierre, vous aviez une intervention. Vas-y, Ginette, vas-y. OK, merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais une petite question qui demande à M. Joannette. Est-ce que c'est possible, M. Joannette, de fournir vos références à l'Observatoire? Parce que c'était très intéressant. Alors, c'était complémentaire. Alors, j'aurais aimé Ah, y avoir accès. les références auxquelles j'ai fait allusion, Oui, oui, s'il je vous les ai plaît. mises dans la discussion. Je ne sais pas si vous cliquez sur discuter là, dans votre fenêtre Zoom, vous allez les voir. Je pense que les 3 documents sont là. Ils sont là. Alors, Pierre, tu peux en prendre connaissance de ça? Ah oui, oui, ils sont là, mais je ne sais pas comment on va les imprimer, là, on verra. Bon, vous cliquez dessus, ils vont apparaître dans votre OK. furteur et vous Ah, pouvez éventuellement, il y a chacun a des PDF OK. qui sont éventuellement. Mais si jamais vous ne les trouvez pas après, dites-moi-le, là, je pourrais OK. partager. Alors, en autant que Alida ou bien Pierre, si vous en prenez note, ben, ils j'aimerais sont bien. listés, là, on verra comment les, ben, une fois qu'on n'est plus en conférence, là, comment on peut y avoir accès. Merci, merci. Anida et puis Pierre, baissez vos mains, s'il vous plaît, à moins que vous vouliez parler. Madame Brault, je pense que l'Association canadienne de santé mentale a un projet ou un programme à établir sur le terrain pour essayer de faire justement comme une recherche, une enquête sur le problème de la solitude chez les personnes âgées. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît? Est-ce que vous faites référence à notre programme Apprivoiser sa solitude et développer son réseau? Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est le programme sur lequel on travaille et qui nous permet d'aller dans les milieux directement. Donc, qui est entre autres financé par le CADA aussi. Et donc, c'est une initiative qui est assez concrète puis qui est accessible justement. On collabore avec les milieux. Donc, en fait, les organismes ou la résidence dans laquelle ça a lieu a pour rôle de diffuser l'événement, de recruter un groupe donc de 8 à 15 personnes. Puis, à la CSM, on vient animer donc de manière gratuite ces ateliers-là, en fournissant aussi les matériels donc, qui font un usage de support. Donc, chaque participant a aussi un cahier dans lequel noter ses réflexions, avec lequel il peut participer activement aussi aux rencontres. Puis c'est aussi une démarche de groupe, donc qui en soi permet de créer des liens avec les différentes personnes participantes. Donc, si, effectivement, merci de le mettre en lumière, là, si jamais ça vous intéresse de l'amener dans vos milieux, vous pouvez nous contacter donc à travers notre site Internet. Ça nous fera plaisir là, de vous en parler davantage. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez d'autres questions?
à poser à Mme Brault, à M. Joannette ou à Lida et Ginette? Oui, Pierre? Bien, je reprends mon idée de tout à l'heure de valeur qui n'était pas fortuite ou gratuite parce que je trouve que c'est un aspect qu'on étudie moins. Et quand je dis valeur, je pense par exemple au respect. Le respect est important parce que je reviens à l'exemple de M. Joannette qui parlait de la sagesse autochtone. Oui, c'est vrai. Puis même, on pourrait parler des Chinois ou même de tous les Orientaux à la limite qui étaient dans ce sens-là. Ce qui a changé la donne, c'est la société industrielle qui, tout d'un coup, nous a demandé d'être performants, de donner un rendement. Et là, ça l'a obligé à faire des distinctions entre ceux qui opèrent et ceux qui opèrent moins. Et malheureusement, avec l'âge, bien, c'est normal aussi, on perd un petit peu de cette facilité-là d'opérer et ça peut être une façon d'isoler les gens parce qu'il faut constamment performer. Alors, à ça, on ajoute la valeur, le respect, de dire, écoute, je le dis entre guillemets, le vieux, tasse-toi, c'est à nous autres, tu vas pas assez vite, tu n'es pas assez fonctionnel. Donc, il y a un isolement qui se crée naturellement. À ça, on peut ajouter ce que dit Mme Brault, qu'il y a un isolement aussi social qui s'ajoute à ça et qui fait en sorte que ça crée une forme d'agisme naturel. Bon, et je me dis, est-ce que l'agisme n'est pas à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas une période de transition où on va s'habituer graduellement à cette performance-là et c'est pas de dire que les vieux sont vieux, ne sont plus performants, mais on n'est pas habitué, on est allé trop vite dans cette performance-là, puis ça nous a, on dirait qu'on n'a pas de langage pour définir les différentes sociétés, les différentes générations qui sont de plus en plus courtes. Moi, par exemple, ici, je le dis souvent à qui veut l'entendre, je suis en région, j'ai pas de problème avec l'agisme. Et je peux pas dire, là, c'est vrai que je suis un peu plus jeune, là, mais je sens pas ça, même à mon âge. Et les gens me respectent aussi. Puis je l'ai dit, je pense à Lucie à l'occasion, c'est souvent en ville, dans les grands centres qu'on sent ça parce que la performance est plus marquée à ces endroits-là. Alors, c'est pas tant une question qu'une remarque que je voulais faire à M. Joannette puis à Anaïs. Merci, Monsieur Joannette. Je vous laisse répondre. Ben, je veux pas répondre, mais juste avec vous, Anaïs, on peut ensemble discuter. Je pense que vous avez pleinement raison. Puis quand je parlais de la place des personnes âgées, il y en a plein là, de choses à dire là-dessus. Là, ça pourrait nous prendre des heures et des heures. Puis peut-être que c'est un sujet qui serait intéressant pour l'Observatoire, c'est de discuter justement de la place des personnes âgées dans le domaine du travail. Entre autres, peut-être qu'à la campagne ou dans les milieux agricoles, les personnes âgées sont toujours des sages parce qu'ils accompagnent les plus jeunes sur, ben là, pour faire ceci, il faut pas oublier de faire cela. Ils le font pas peut-être physiquement, mais ils ont la sagesse. Et donc, c'est une évolution du rôle. C'est pas juste qu'il n'y a pas de rôle. Et là, ça n'est pas du tout présent dans, je dirais, dans le monde du travail normal. C'est un peu comme si dans tous les domaines, que ce soit des domaines physiques, des domaines de quelque nature que ce soit chez les fonctionnaires et tout, on s'attend à au même type de contribution tout au long de la trajectoire de vie d'une travailleuse ou d'un travailleur. Alors que c'est ça qui doit évoluer. C'est cette attente de la part de la personne qui doit évoluer en fonction de l'expérience que la personne a cumulée. Et entre autres, moi, je rêve du jour où, dans des industries et tout, au lieu de simplement dire à une personne, bon, ben maintenant, peut-être que là, c'est l'âge de la retraite pour vous, ben, de dire plutôt, est-ce que vous voudriez jouer un autre rôle dans la société? Puis même si c'est un rôle un peu plus adapté, peut-être avec moins d'heures, mais qui va avoir un rôle super important pour accompagner les plus jeunes, le rôle de mentorat, un rôle d'accompagnement. Et ça, c'est pas dans nos valeurs. Je suis d'accord avec M. Ledoux, c'est pas dans nos valeurs, ça. Fait que je pense que quand je dis le rôle de la personne âgée, ça inclut tout ça, toute cette évolution en fonction des expertises cumulées, puis de la sagesse. Là, c'est un mot on comprend tout ce que ça veut dire, mais on peut pas bien le définir, là, mais de la sagesse qui a été cumulée. Et ça, je pense que c'est super important. Donc, on a besoin de faire évoluer notre société
vers une meilleure inclusion et une meilleure contribution des personnes âgées, mais en fonction de ce qu'elles ont développé, pas juste en fonction de ce qu'on pense du premier jour, de ce que c'est le travail dans une entreprise X, Y, Z. Mm. Oui, ça amène une sorte de réflexion par rapport à... Il y a une question identitaire aussi de notre rapport au travail, puis ça, je pense qu'à différents âges, ça peut amener des réflexions. Comment on se définit, comment on peut avoir notre valeur propre sans être défini à travers ce cadre-là. Donc, ça peut amener vers d'autres... Et dans la famille aussi, hein, quelqu'un a évoqué la famille, ben, je veux dire, mes grands-parents, j'ai pas eu beaucoup de liens avec. J'ai actuellement 4 petits-enfants et j'ai des liens extrêmement proches avec les petits-enfants. Je pense que ça a beaucoup évolué. Je parle pas juste de moi, mais dans notre société, les rôles qu'on peut jouer sont super importants aussi. Merci. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser à Madame Brault, Monsieur Joannette, Alida ou Ginette, pardon? Alors, nous allons procéder à la fermeture de ces portes ouvertes. Dans un premier temps, je voudrais exprimer ma reconnaissance profonde au nom de mes collègues et à mon nom personnel. Je voudrais donc exprimer ma reconnaissance profonde à l'endroit de Madame Brault, de Ginette, d'Alida et de Monsieur Joannette. Alors, un grand merci. Vous avez enrichi ces portes ouvertes. Je voudrais, d'autre part, revenir sur un fait qui m'obsède littéralement. Il y a quelques années, nous avions invité M. Yves Joannette à un comité consultatif, peut-être dans les années 2012-2013. Et l'intervention de M. Joannette avait essentiellement porté sur le fait que l'OVS est un observatoire. Un observatoire, c'est un outil d'observation, un outil qui regarde ce qui se passe dans nos sociétés, qui relève des faits et qui intervient sous diverses formes. Et pour être à l'OVF depuis des années, je pense qu'il y a eu comme une sorte d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on a essayé de jouer le rôle d'une association, une association qui rend des services. On a réussi assez bien, oui, on a très bien réussi. Sauf que on a peut-être mis dans l'ombre le fait que nous sommes un observatoire. Alors, ça nous a imposé beaucoup de travail et également du stress. Le fait de vouloir jouer un rôle d'association alors que nous sommes un observatoire. Alors, c'est pas sûr que l'OVS va durer encore 20 ans, mais au terme de ces portes ouvertes, j'aimerais peut-être dire à tout le monde qu'il faudrait réfléchir sur ce fait que l'OVS est avant tout un observatoire. Alors, et agir en conséquence. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire sur cet aspect de mon intervention. En un mot, l'OVS est avant tout un observatoire et non pas une association qui rend des services. Je ne sais pas trop quoi dire, là. Un observatoire, c'est un observatoire aussi, pas parce qu'il y a quelques observatoires, que ce soit auprès des personnes, des enfants, des observatoires de la pauvreté, puis ainsi de suite. Et un observatoire, c'est basé sur des données scientifiques. Quand on parle d'observatoire, c'est des indicateurs, quel pourcentage ici et ça. Mais l'observatoire
notre définition d'observatoire de vieillissement et société, c'est pas dans ce sens-là. C'est d'observer la société et de voir quel est l'impact sur les personnes âgées. Par exemple, l'agisme. Bon, on constate qu'il y a de l'agisme, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les résidences pour les personnes âgées. Et notre façon d'agir, c'est d'amener les gens à réfléchir, à proposer un atelier qui les amène à réfléchir sur l'agisme. Voilà, mais c'est toujours été très clair que nous, on n'est pas un organisme qui offre des services, comme je présume, là, peut-être l'association canadienne peut-être offre des services, je ne vous connais pas assez pour pouvoir le dire, où il y a des organismes qui sont financés par le gouvernement via des programmes parce qu'ils offrent des services de soutien, des services d'aide, mais ça, nous, c'est pas ça du tout. Mais c'est aussi de faire la distinction entre un observatoire comme on le perçoit, comme on le définit souvent, de produire des données statistiques, et un observatoire comme nous le sommes, que nous observons avec des vigies, nous observons la société et nous faisons des commentaires et nous agissons dans la mesure de nos capacités. Alors voilà, il y a matière à débat, il y a discussion là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des commentaires en finale à faire. Sinon, bien, nous allons mettre un terme à ces portes ouvertes. J'aimerais, moi, juste, là, parce que le jeune homme là, qui s'identifie Ubi, j'aimerais bien qu'il se présente, si possible. Bonjour, je m'appelle Obi, je travaille pour la direction de la bibliothèque de la Ville de Montréal. Moi, je trouve pertinente la participation, mais premièrement, moi, je travaille, je m'occupe des dossiers aînés. Donc, j'organise des activités pour les aînés, pour l'ensemble du réseau de bibliothèques de la Ville. Donc, moi, je suis venu pour vraiment pouvoir apprendre, comprendre plus les enjeux, savoir dans quelle direction on pourrait travailler pour toucher justement le plus grand nombre, le plus grand nombre de personnes aînées. Et de quelle façon est-ce qu'on peut vous rejoindre? Vous pouvez me rejoindre. Je peux laisser mes coordonnées c'est ça. sur le chat. Je vais laisser mon courriel. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Joannette, c'est parce que ça me chicote, là, le commentaire d'André Ledoux. Je ne sais pas, Monsieur Joannette, où est-ce que vous avez un commentaire? Je pense que M. Ledoux a raison. L'Observatoire n'est pas une association de services comme telle. Non. Ça, c'est sûr. Ceci dit, je pense qu'aussi, il faut accepter le fait qu'il y a différents types d'observatoires. Donc, il n'y a pas juste un modèle d'observatoire. C'est vrai qu'il y a des observatoires qui sont ultra scientifiques. Il y a d'autres observatoires qui sont basés sur la contribution de tout le monde, puis les faits observés, puis qui fait en sorte que des gens se réunissent, réfléchissent, envisagent des options, discutent avec les gouvernements, avec les académiques, avec la population, etc., etc. Je pense que l'Observatoire est vraiment là au milieu de tout ça. Fait que je pense que le rôle que l'Observatoire a joué est un rôle original, pas juste, ça n'a pas été une copie d'autres observatoires, dans un domaine fondamental. Vous l'avez bien dit d'ailleurs au début, l'Observatoire a été peut-être les premiers à mentionner la question d'agisme. Et puis, je pense que il faut évoluer, si j'ose dire, organiquement, là, de manière naturelle, vers là où ça va aller. Mais on sent qu'on a quelque chose à faire. Mais il ne faut pas se figer dans un petit coin, je pense. Merci, merci. Alors voilà, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Moi, je remercierais. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est simplement et enrichissant. Et ça suscite toutes sortes de réflexions qui permettent d'avancer. Merci beaucoup. Merci. Autre chose? Eh bien, je vous remercie encore une fois tout le monde et je vous souhaite un excellent après-midi. À bientôt. Merci pour tout. Merci. Heureux 20e anniversaire à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. C'est toute l'année, M. Joannette, c'est toute l'année. Bonne journée.